Qu'il s'agisse d'un tueur qui documentait méticuleusement ses meurtres horribles, d'un autre qui transformait son camion en un véritable cauchemar, ou encore de la terreur non résolue du tueur du Zodiac, ces histoires montrent les profondeurs les plus sombres de la cruauté humaine. Il n'y a pas d'explication simple pour expliquer pourquoi ils ont commis de telles atrocités. Ce qui compte, c'est que ces monstres ont fini par être arrêtés. Il est vivement conseillé aux téléspectateurs et aux auditeurs de faire preuve de discernement. Commençons. Harvey Glatman. Harvey Glatman, connu sous le nom de tueur de filles glamour, a eu un parcours criminel troublant qui a commencé bien avant sa tristement célèbre série de meurtres à Los Angeles, à la fin des années 1950. Sa première victime connue était Judy Handel, un jeune mannequin désespérément à la recherche d'argent. Glatman l'a fait monter dans sa voiture, l'a emmenée dans son appartement et, après une série d'actes horribles, l'a conduite dans le désert où il l'a étranglée jusqu'à ce que mort s'ensuive. Il a répété ce schéma avec au moins 2 autres victimes, les photographiant à chaque fois avant leur mort. Le règne de terreur de Glatman prend fin en juillet 1958 lorsqu'il tente d'enlever une 4e victime. Contrairement à ses précédentes victimes, Vigil s'est défendue. Au cours de la lutte, elle réussit à s'emparer de son arme et à le retenir jusqu'à l'arrivée de la police, ce qui conduisit à son arrestation. Glatman a avoué ses crimes avec un calme effrayant, sans aucun remords. Il a même demandé la peine de mort lors de son procès. En 1959, Glatman a été exécuté dans la chambre à gaz de San Quentin, mettant fin à la vie d'un homme dont les crimes étaient si terribles. Mais tout comme la fin de Glatman est survenue lorsqu'une victime s'est défendue, le prochain tueur en série n'a été arrêté que parce qu'un parent a osé se défendre. Adam Leroy Lane. Adam Leroy Lane est un meurtrier condamné et un tueur en série présumé connu sous le nom de tueur de l'autoroute. Les crimes de Lane ont été commis au cours d'une brève mais brutale série d'actes commis durant l'été 2007, principalement en Pennsylvanie, dans le New Jersey et dans le Massachusetts. Son mode opératoire consistait à parcourir les autoroutes à bord de son camion et à commettre des actes violents dans les zones qu'il traversait. L'activité criminelle de Lane a commencé le 13 juillet 2007, lorsqu'il a attaqué Darlene Ewald, 42 ans, dans sa maison de banlieue à West Hanover Township, en Pennsylvanie. Cependant, il a été arrêté plus tard lorsqu'il s'est introduit dans la maison de Shea McDonough, 15 ans, et l'a attaqué avec un couteau de chasse de 15 pouces. Les parents de Shea McDonough, Jeannie et Kevin McDonough, ont entendu les cris étouffés de leur fille et sont intervenus. Malgré la taille de Lane et la violence de l'attaque, les McDonough ont réussi à le maîtriser. Kevin McDonough a immobilisé Lane jusqu'à l'arrivée de la police. Lane purge actuellement sa peine à la State Correctional Institution, Fayette en Pennsylvanie. Bien que les forces de l'ordre soupçonnent qu'il ait pu commettre d'autres crimes en raison de ses nombreux trajets en camion, aucune autre preuve n'a été confirmée. Ce même manque de preuves a permis à Edward Surratt de poursuivre sa folie violente, qui ne s'est achevée qu'après l'attaque brutale d'une famille. Edward Surratt, vétéran de la guerre du Vietnam et ancien routier, le nom de Surratt est devenu synonyme de terreur dans certaines régions de l'Ohio, de la Pennsylvanie et de la Caroline du Sud à la fin des années 1970. Le tournant de la carrière criminelle de Surratt s'est produit le 1er juillet 1978, lorsqu'il s'est introduit dans une maison à Villano Beach, en Floride, et a pris en otage une famille de 3 personnes. Au cours de cet incident, Surratt a agressé physiquement les parents et violé sexuellement leur fille de 15 ans. Cependant, sa négligence l'a conduit à sa perte. Après avoir consommé beaucoup d'alcool et de drogue, il s'est évanoui dans la maison, ce qui a permis au père de s'enfuir et d'alerter la police. À leur arrivée, les autorités ont trouvé Surratt hors d'état de nuire et l'ont arrêté sur le champ. Après son arrestation, les enquêteurs ont rapidement établi un lien entre Surratt et un meurtre commis en Caroline du Sud, où Luther Langford, 66 ans, avait été brutalement tué à coups de batte de baseball 1 mois plus tôt. Alors que Surratt était déjà condamné à la perpétuité pour ses crimes en Floride et en Caroline du Sud, ses aveux, des années plus tard, ont confirmé ce que les autorités soupçonnaient depuis longtemps. En 2021, Surratt a avoué les meurtres de 6 personnes en Pennsylvanie, dont William et Nancy Adams, Guy et Laura Mills et John Shelkens. Ces aveux ont permis de clore plusieurs affaires non résolues, bien qu'il ait déjà avoué d'autres meurtres en 2007. Le plus effrayant dans cette affaire, c'est qu'en dépit de ses aveux, on ne connaîtra peut-être jamais l'étendue réelle de ses crimes. Aujourd'hui, Surratt est toujours en prison, où il purge plusieurs peines de prison à vie, bien loin de pouvoir faire du mal à qui que ce soit. On ne peut pas en dire autant du tueur de l'autoroute, dont les crimes étaient si terribles qu'il a été condamné à mort à 2 reprises. William Bonin, bien connu sous le nom de Freeway Killer, est un tueur en série et un délinquant sexuel américain qui a commis une série de crimes odieux dans le sud de la Californie entre novembre 1968 et juin 1790-1980. Bonin a avoué les meurtres brutaux de 20 et un jeunes hommes et garçons et est soupçonné d'être impliqué dans 36 meurtres,
ce qui fait de lui l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire moderne. Entre novembre 1968 et janvier 1969, Bonin s'est lancé dans une série d'agressions, d'attouchements et d'enlèvements de jeunes garçons. Ces crimes ont conduit à son arrestation en janvier 1969. Des psychiatres ont diagnostiqué chez lui un psychopathe sexuel et Bonin a reconnu ses crimes, ce qui lui a valu d'être condamné à l'hôpital d'État d'Atascadero en tant que délinquant sexuel souffrant de troubles mentaux. Après sa libération, Bonin a repris son comportement de prédateur. En juillet 1975, il est à nouveau arrêté pour le viol et l'agression d'une femme, David Allen McVicker, âgé de 14 ans. Bien qu'il ait plaidé coupable et ait été condamné à une peine d'1 à 15 ans de prison, Bonin a été libéré une nouvelle fois en octobre 1978, mais il a continué à commettre des actes de violence. Le 11 juin 1980, la police, qui surveillait Bonin, l'a vu tenter d'attirer un garçon de 15 ans dans sa camionnette. Ils sont intervenus et l'ont surpris en train d'agresser l'adolescent. À l'intérieur de la camionnette, ils ont trouvé de nombreuses preuves, notamment des dispositifs d'immobilisation, des couteaux et un album rempli de coupures de presse sur les meurtres du tueur de l'autoroute. Le procès de Bonin a commencé dans le comté de Los Angeles, où il a été inculpé pour 12 des meurtres commis dans cette juridiction. Le 6 janvier 1982, Bonin a été reconnu coupable de 10 de ces meurtres et condamné à mort. Un deuxième procès dans le comté d'Orange, concernant 4 autres meurtres, a abouti à une nouvelle condamnation à mort en août 1983. Au cours des 14 années suivantes, Bonin est resté dans le couloir de la mort et a interjeté de nombreux appels, qui ont tous été rejetés. Le 23 février 1996, il a été exécuté par injection létale à la prison d'État de San Quentin, devenant ainsi la première personne à être exécutée par cette méthode en Californie. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de Robert Black, qui n'a pas été exécuté, mais est mort en prison. Robert Black. Robert Black, né le 21 avril 1947 à Grangemouth, en Écosse, est considéré comme l'un des tueurs en série les plus terrifiants du Royaume-Uni. Son règne de terreur, qui s'est étendu sur la fin des années 1970 et les années 1980, a consisté à enlever, agresser sexuellement et assassiner des jeunes filles dans tout le Royaume-Uni. Chauffeur-livreur, Black profitait de son emploi pour voyager à travers le Royaume-Uni, ce qui lui permettait de commettre et de dissimuler plus facilement ses crimes. Parmi ses victimes connues, on peut citer Jennifer Cardy, un enfant de 9 ans, Susan Maxwell, un enfant de 11 ans, Caroline Hogg, une enfant de 5 ans, A.N., Sarah Harper, une enfant de 10 ans. Finalement, la capture de Black en 1990 a eu lieu grâce à David Erkes, un voisin qui a été témoin de l'enlèvement par Black d'une fillette de 6 ans à Stowe, en Écosse. Erkes a relevé la plaque d'immatriculation de la camionnette et a alerté la police. Lorsque Black est revenu sur les lieux, il a été arrêté avec la fillette terrifiée, ligotée et bâillonnée dans sa camionnette. Black a été condamné pour le meurtre de 4 jeunes filles, mais il est soupçonné d'en avoir tué beaucoup d'autres. Des preuves le relient à plusieurs affaires au Royaume-Uni et en Europe. Il est finalement décédé en prison le 12 janvier 2016. Cependant, le prochain tueur en série dont je vais parler a réussi à tromper la mort à plusieurs reprises et est toujours en vie, bien qu'il purge une peine de prison à perpétuité. Dayton Leroy Rogers Dayton. Leroy Rogers, tristement célèbre sous le nom de Molalla Forest Murderer, est un célèbre tueur en série américain responsable des meurtres brutaux d'au moins 8 femmes dans l'Oregon au cours des années 1980. Ses victimes étaient souvent des femmes vulnérables de la rue, notamment des toxicomanes, des travailleuses du sexe et des fugueuses. La chute de Rogers a commencé le 7 août 1987 avec le meurtre tragique de Jennifer Lisa Smith. Rogers a attiré Smith dans un parking d'Oak Grove et l'a brutalement poignardée. Smith s'est échappé et a cherché de l'aide dans un Denny's, où des témoins ont appelé les autorités. Rogers a tenté de s'enfuir, déclenchant une course-poursuite à grande vitesse à travers plusieurs villes. Un passant vigilant a relevé sa plaque d'immatriculation, ce qui a conduit à son arrestation. Finalement, en 1989, Rogers a été condamné pour les meurtres de 6 femmes. Rogers a été condamné à plusieurs reprises à la peine de mort, mais des recours juridiques ont permis d'annuler ces condamnations. En 2021, une nouvelle loi signée par le gouverneur Kate Brown a changé la situation. Et, en 2022, toutes les condamnations à mort prononcées en Oregon, y compris celles de Rogers, ont été remplacées par la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Rogers purge désormais cette peine pour ses crimes. Notre prochain tueur en série a failli être libéré prématurément malgré ses crimes terribles. La mère de sa victime a mis tout ce qu'elle avait pour s'assurer qu'il reste en prison. Ce tueur s'appelait Carl Eugene Watts. Carl Eugene Watts, souvent surnommé Coral,
était l'un des tueurs en série les plus prolifiques et les plus insaisissables de l'histoire américaine, responsable des meurtres brutaux de potentiellement plus de 100 femmes. En 1982, Watts s'est introduit dans un appartement et a attaqué 2 femmes, tentant de les étrangler à mort. Mais l'une d'entre elles, Melinda Aguilar, a réussi à échapper à ses griffes en sautant d'un balcon du premier étage, bien qu'elle ait les mains attachées dans le dos. La fuite désespérée d'Aguilar et l'appel à l'aide qui s'en est suivi ont permis la capture de Watts. Malgré sa capture, l'histoire de Watts a pris une tournure inquiétante lorsqu'il a avoué avoir assassiné 12 femmes au Texas. Il est choquant de constater qu'un accord de plaidoyer lui a accordé 24 ans seulement, au lieu d'une peine de prison à perpétuité. Une décision qui en a irrité plus d'un, surtout quand on sait à quel point son crime était dépravé. Par exemple, Elena Semender, victime de Watts, a été étranglée et jetée dans une benne à ordures. Bien que Watts ait échappé à sa responsabilité grâce à un accord de plaidoyer, la famille d'Elena, emmenée par sa mère Harriet, s'est battue sans relâche pour qu'il reste en prison. Leurs efforts ont permis de modifier la législation du Texas et ont conduit à la condamnation de Watts pour d'autres meurtres dans le Michigan, ce qui lui a permis d'être emprisonné à vie. Malheureusement, Carl Eugene Watts est mort d'un cancer en 2007, alors qu'il était encore incarcéré. Mais au moins, il a souffert pour ses crimes. Tout comme Watts, le prochain tueur en série a failli échapper à la justice malgré les preuves accablantes qui pesaient contre lui. Robert Ben Rhodes, tristement célèbre sous le nom de Truck Stop Killer, est l'un des tueurs en série les plus connus de l'histoire américaine. Les activités criminelles de Rhodes ont été révélées le 1er avril 1990, lorsqu'un policier de l'État de l'Arizona a arrêté son camion, qui était garé sur le bas-côté de l'autoroute et dont les feux de détresse étaient allumés. Le policier a découvert une scène horrible à l'intérieur du camion. Une jeune femme ligotée, bâillonnée et terrifiée. Cependant, l'affaire qui a valu à Rhodes la plus grande notoriété est celle de Regina Kay Walters, âgée de 14 ans, sur le site Pointe. Rhodes a enlevé Walters et son petit ami, Ricky Jones, en février 1990. Il a tué Jones et gardé Walters captive dans ce qu'il appelait sa « chambre de torture itinérante ». Rhodes a été reconnu coupable du meurtre de Walters en 1994 et condamné à la prison à vie. Malgré cette première condamnation, il a fallu des années à Rhodes pour faire face à la justice pour d'autres meurtres. En 2012, il a plaidé coupable pour les meurtres de Walsh et de Ziskowski, écopant d'une nouvelle peine de prison à perpétuité dans le cadre d'un accord de plaidoyer visant à éviter la peine de mort. Rhodes, aujourd'hui âgé de 70 ans, purge 2 peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle au centre correctionnel de Menard, à Chester, dans l'Illinois. Ensuite, Randy Kraft, connu sous le nom tristement célèbre de Scorecard Killer, a été appréhendé au cours de ce qui semblait être un banal contrôle routier, ce qui a mis fin à une horrible série de meurtres qui a terrorisé le sud de la Californie pendant plus d'une décennie. Randy Kraft. Dans la nuit du 14 mai 1983, des agents de la California Highway Patrol ont remarqué qu'une voiture se déplaçait de façon erratique sur l'autoroute 405 près de Mission Viejo. Lorsqu'ils ont arrêté le véhicule, le conducteur, Randy Kraft, est sorti en titubant, empestant l'alcool et tenant une bouteille de bière à moitié vide. L'agent a trouvé dans la voiture de Kraft un homme mort, étranglé juste avant qu'il ne s'arrête. Ils ont également trouvé dans le coffre un journal effrayant, contenant des notes mystérieuses qui correspondaient aux noms des victimes du meurtre. Ce n'était que le début des preuves troublantes découvertes dans cette affaire. Il s'est avéré que Kraft était soupçonné d'avoir tué jusqu'à 67 jeunes hommes, mais il a finalement été condamné pour 16 chefs d'accusation. Malgré les preuves accablantes, Kraft a maintenu son innocence, se présentant comme un vétéran respectable qui paie ses impôts. Mais le jury n'a pas été convaincu. En août 1989, après l'un des procès les plus longs et les plus coûteux de l'histoire du comté d'Orange, Kraft a été condamné à mort. Bien qu'il ait été reconnu coupable de 16 meurtres, les enquêteurs pensent qu'il est responsable d'au moins 67 meurtres, ce qui fait de lui l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire des États-Unis. Kraft est toujours dans le couloir de la mort à la prison de San Quentin, où il ne peut plus faire de mal aux homosexuels. Maintenant, parlons-en. Ted Bundy. Ted Bundy, l'un des tueurs en série les plus tristement célèbres de l'histoire des États-Unis, utilisait son charme et sa bonne mine pour attirer dans son piège des jeunes femmes qui ne se doutaient de rien. Actif dans les années 1970, Bundy a avoué le meurtre de 30 femmes, mais le nombre réel de ses victimes pourrait être encore plus élevé. Sa bonne mine et son charisme lui permettèrent de se fondre dans la société, ce qui rendait sa nature de prédateur d'autant plus terrifiante. La capture de Bundy est le résultat d'un contrôle routier de routine dans l'Utah en 1975. Il conduisait de manière erratique, ce qui a conduit un policier à l'arrêter. En fouillant sa voiture, l'agent a découvert des menottes, une cagoule, un pic à glace et d'autres outils d'enlèvement.
Cette arrestation a marqué le début de l'effondrement de Bundy. Les autorités l'ont relié à plusieurs meurtres, mais c'est son évasion et la série de meurtres qui a suivi qui l'ont rendu populaire. Bundy a finalement été repris en Floride en 1978 après une chasse à l'homme acharné. Cette capture a marqué un tournant, puisqu'elle a conduit à son procès, à sa condamnation et à son exécution en 1989. Les preuves contre Bundy étaient accablantes, notamment les témoignages, les preuves matérielles et ses aveux. Son cas reste l'un des plus étudiés et des plus discutés de l'histoire de la criminalité américaine. Il a finalement été condamné à mort. Ensuite, nous nous pencherons sur les crimes grotesques de Lonnie David Franklin Jr. Lonnie David Franklin Jr., tristement célèbre sous le nom de Grim Sleeper, était un personnage effrayant qui a terrorisé les rues de Los Angeles pendant plus de 20 ans. La chute de Franklin a commencé par un coup de chance pour la police. Son fils, Christopher Franklin, a été arrêté en 2008 pour détention d'armes. Lors de la procédure d'enregistrement, l'ADN de Christopher a été entré dans la base de données, où il a déclenché une alarme. Il était étroitement lié à l'ADN, trouvé sur plusieurs victimes de meurtre dans le cadre d'affaires non résolues à Los Angeles. Cette correspondance familiale a conduit les enquêteurs directement à Lonnie Franklin Jr. Franklin étant désormais dans leur ligne de mire, les inspecteurs ont mis au point un plan pour obtenir son ADN sans éveiller les soupçons. Ils l'ont suivi jusqu'à une pizzeria, ont attendu qu'il se débarrasse d'une part de pizza et sont intervenus pour la récupérer. L'ADN présent sur la croûte de la pizza correspondait à l'ADN trouvé sur les victimes, ce qui a permis de relier Franklin au meurtre. Franklin a été arrêté en juillet 2010, à l'issue d'une vaste enquête menée par la police de Los Angeles, LAPD, et son procès s'est ouvert en février 2016. Les preuves contre lui étaient accablantes, et en mai 2016, il a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, 10 meurtres et une tentative de meurtre. Il a été condamné à la peine de mort pour chacune de ces 10 victimes confirmées, ce qui a permis aux familles des victimes de tourner la page. L'histoire de Franklin s'est achevée en 2020, lorsqu'il est mort dans sa cellule à la prison d'État de San Quentin, dans l'attente de son exécution. Parlons maintenant du cas d'un tueur méthodique et calculateur. John Wayne Gacy, le clown tueur. John Wayne Gacy, connu sous le nom de clown tueur, est l'un des tueurs en série les plus célèbres de l'histoire des États-Unis. Entre 1972 et 1978, Gacy a agressé sexuellement et assassiné 33 jeunes hommes et garçons, enterrant la plupart de leurs corps dans le vide sanitaire de sa maison de Chicago. Cependant, la chute de Gacy a commencé avec la disparition de Robert Piest, 15 ans, en 1978. Piest avait été vu pour la dernière fois en compagnie de Gacy, qui prétendait lui avoir offert un emploi. Soupçonnant Gacy, la police a obtenu un mandat de perquisition à son domicile. Ce qu'il découvre est une horreur qui dépasse l'entendement. L'odeur de décomposition a conduit les enquêteurs jusqu'au vide sanitaire, où ils ont découvert les restes de 29 victimes, toutes sauvagement assassinées et enterrées par Gacy. Gacy a été arrêté et, après un long procès, a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Son procès s'est distingué par l'ampleur des preuves et la nature horrible de ses crimes. Gacy a été condamné à mort et a passé 14 ans dans le couloir de la mort, période pendant laquelle il a clamé son innocence malgré les preuves accablantes qui pesaient contre lui. Le 10 mai 1994, Gacy a été exécuté par injection létale. Son cas continue de hanter la psyché américaine comme l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire du crime. Nous passons ensuite au cas de Gary Ridgway, un homme dont la série de meurtres s'est étendue sur 2 décennies et a coûté la vie à des dizaines de personnes, femmes. Gary Ridgway. Gary Ridgway, tristement célèbre sous le nom de Green River Killer, est l'un des tueurs en série les plus populaires de l'histoire des États-Unis, responsable de la mort d'au moins 49 femmes dans l'État de Washington au cours des années 1980 et 1990. Ridgway ciblait des femmes vulnérables, dont beaucoup étaient des travailleuses du sexe, les attirant dans son véhicule avant de les étrangler et de jeter leur corps dans des zones boisées éloignées, près de la rivière Green. Si Ridgway a pu échapper à la capture pendant des années, c'est grâce à sa planification méticuleuse et au fait que nombre de ses victimes appartenaient à des minorités, ce qui rendait leur disparition moins visible. Cependant, la chance a tourné en 2001 lorsque les progrès de la technologie de l'ADN ont permis aux enquêteurs d'établir un lien entre Ridgway et plusieurs des meurtres. Un échantillon de salive prélevé sur Ridgway en 1987 a été réexaminé et a permis d'établir une correspondance avec l'ADN trouvé sur 3 victimes, ce qui a scellé son destin et mis fin à sa série de meurtres. Après son arrestation, Ridgway a conclu un accord pour éviter la peine de mort en avouant ses crimes et en conduisant les enquêteurs vers les dépouilles d'autres victimes. Ses aveux ont révélé l'ampleur de sa brutalité et la nature froide et calculée de ses meurtres. Ridgway a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, où il se trouve encore aujourd'hui.
Aujourd'hui, traversons l'Atlantique pour explorer le mystère persistant de Jack l'Éventreur, dont le règne de terreur au XIXe siècle déconcerte encore les historiens et les criminologues. Jack l'Éventreur, l'horreur de Whitechapel. Jack l'Éventreur est l'une des figures les plus tristement célèbres et les plus énigmatiques de l'histoire criminelle. Opérant dans le quartier de Whitechapel à Londres en 1888, l'Éventreur a brutalement assassiné et mutilé au moins 5 femmes, toutes prostituées. La nature effroyable des meurtres, combinée à la capacité du tueur à échapper à la capture, a fait de Jack l'Éventreur une figure légendaire du crime. Malgré les enquêtes approfondies menées par la police et les innombrables théories proposées au fil des ans, la véritable identité de Jack l'Éventreur reste inconnue. Le mode opératoire du tueur consistait à trancher la gorge de ses victimes avant de les éventrer, souvent en enlevant les organes internes. Cette précision a conduit de nombreuses personnes à penser que l'éventreur avait des connaissances médicales, mais cette théorie n'a jamais été définitivement prouvée. L'affaire a donné lieu à de nombreux suspects, allant de membres de la famille royale à des personnalités publiques bien connues, mais aucun n'a été définitivement identifié comme étant l'éventreur. La capacité de l'éventreur à échapper à la capture a déconcerté les criminologues et les historiens pendant plus d'un siècle, ce qui a donné lieu à d'innombrables livres, films et documentaires explorant l'affaire. Le mystère de Jack l'Éventreur continue de captiver l'imagination du public et son affaire reste l'une des plus étudiées de l'histoire du crime. Mais alors que nous quittons les rues effrayantes du Londres victorien, nous nous intéressons à Dennis Rader, également connu sous le nom de BTK, qui a joué un jeu mortel du chat et de la souris avec les forces de l'ordre pendant des décennies. Dennis Rader, qui se faisait tristement appeler BTK, Bind, Torture, Kill, a terrorisé Wichita, au Kansas, pendant plus de 20 ans. De 1974 à 1991, Rader a brutalement assassiné 10 personnes, laissant derrière lui un sillage de terreur. Ce qui rendait Rader particulièrement terrifiant, c'était sa capacité à se fondre dans la société. Homme de famille et dirigeant d'église apparemment normal, la double vie de Rader en tant que tueur de sang-froid a choqué ceux qui le connaissaient. La capture de Rader en 2005 est le résultat de son arrogance. Après des années de silence, il a repris contact avec les médias en envoyant une disquette à une chaîne d'information locale. Les enquêteurs ont pu remonter jusqu'à un ordinateur de l'église de Rader, ce qui a conduit à son arrestation. Lorsque la police a perquisitionné son domicile, elle a trouvé une multitude de preuves le reliant au meurtre du BTK, notamment des objets personnels appartenant à ses victimes et des notes détaillées qu'il avait prises sur chaque meurtre. On aurait pu penser qu'il éprouverait des remords, mais non. Le procès de Rader a été une démonstration effrayante de sa nature froide et calculatrice. Il n'a montré aucun remords, alors qu'il détaillait ses crimes au tribunal, racontant comment il avait traqué, capturé et assassiné ses victimes. Rader a été condamné à 10 peines consécutives de prison à vie, qu'il purge encore aujourd'hui. Mais son cas n'est en aucun cas aussi tragique et complexe que celui de Aileen Wuornos. Aileen Wuornos, souvent surnommée la première femme tueuse en série d'Amérique, a mené une vie pleine d'abus et de difficultés bien avant de se lancer dans sa folie meurtrière. Entre 1989 et 1990, Wuornos a abattu 7 hommes en Floride, affirmant qu'il s'agissait dans chaque cas d'un acte de légitime défense contre une agression sexuelle. Sa vie et ses crimes ont fait l'objet d'un examen minutieux de la part des médias, en partie parce que son cas remet en question l'image conventionnelle d'une tueuse en série. La capture de Wuornos en janvier 1991 est le résultat direct d'une opération policière. Après une série de meurtres commis le long des autoroutes de Floride, les forces de l'ordre avaient rassemblé suffisamment de preuves pour établir un lien entre Wuornos et ses meurtres. Ils l'ont retrouvée dans un bar de motards où elle vivait sous un faux nom. Un agent infiltré l'a approchée, a gagné sa confiance et l'a finalement arrêtée. Sa petite amie, Tyria Moore, a également joué un rôle crucial dans sa capture en coopérant avec la police et en témoignant contre elle. Au cours de son procès, la défense de Mme Wuornos a fait valoir que ces meurtres étaient des actes de légitime défense, mais le jury n'a pas été convaincu. L'accusation l'a dépeinte comme une meurtrière de sang-froid qui s'en prenait aux hommes pour s'enrichir. Wuornos a été reconnue coupable de 6 des meurtres et a été condamnée à mort. Elle a passé plus de 10 ans dans le couloir de la mort avant d'être exécutée par injection létale en 2002. Nous nous pencherons ensuite sur l'affaire tordue de Richard Ramirez, dont le règne de terreur au milieu des années 90 a plongé Los Angeles dans un état de peur et de paranoïa. Richard Ramirez, également connu sous le nom de Night Stalker, a terrorisé les habitants de Los Angeles au milieu des années 90 en commettant une série de violations de domicile, de viols et de meurtres brutaux. Pour commettre ces crimes, Ramirez utilisait souvent des armes à feu, des couteaux et même des objets contondants pour matraquer ses victimes. Ces méthodes étaient erratiques et imprévisibles, laissant la police dans l'embarras pour l'attraper
alors qu'il semait la terreur dans le cœur des Californiens. Ramirez a finalement été arrêté en 1985, après qu'une de ses victimes potentielles a réussi à s'échapper et à fournir une description détaillée de lui à la police. Cela a conduit à la publication d'un portrait robot qui a été largement diffusé dans les médias. La chute de Ramirez est survenue lorsqu'il a été reconnu dans la rue par un groupe d'habitants d'East Los Angeles. Les habitants du quartier se sont rassemblés et ont poursuivi Ramirez, qu'ils ont finalement capturé et retenu jusqu'à l'arrivée de la police. The trial of Richard Ramirez was a media sensation, marked by his bizarre behavior in court, including flashing a pentagram drawn on his palm and shouting « Hail Satan !» Ramirez a été reconnu coupable de 13 meurtres et de nombreux autres crimes, ce qui lui a valu une condamnation à mort. Il a passé 23 ans dans le couloir de la mort avant de mourir de complications liées à un lymphome à cellules B en 2013. Des rues de Los Angeles, nous passons aux ruelles sombres de l'Angleterre, où le couple sadique formé par Ian Brady et Mira Hindley a perpétré l'une des séries de meurtres les plus célèbres de l'histoire britannique. Ian Brady et Mira Hindley. Ian Brady et Mira Hindley, collectivement connus sous le nom de Moore's Murderers, ont commis certains des crimes les plus odieux de l'histoire britannique. Entre 1963 et 1965, ils ont enlevé, torturé et assassiné 5 enfants, enterrant leurs corps sur la lande désolée de Saddleworth. Leurs crimes étaient motivés par les fantasmes sadiques de Brady, que Hindley n'était que trop disposé à aider à réaliser. Les 2 hommes sont finalement arrêtés en 1965 lorsque David Smith, le beau-frère de Hindley, est témoin du meurtre d'Edward Evans, 17 ans. Horrifié, Smith est allé voir la police, ce qui a conduit à l'arrestation de Brady et de Hindley. Une perquisition à leur domicile a permis de découvrir des preuves accablantes, notamment des photographies des victimes et un enregistrement de la torture de Leslie Ann Downey, âgée de 10 ans. La découverte des corps sur la lande de Saddleworth a encore scellé leur destin. Au cours de leur procès, Brady et Hindley n'ont montré aucun remords, Brady se vantant même de ses crimes. Tous deux ont été reconnus coupables de meurtres multiples et condamnés à la prison à vie. Hindley est devenue l'une des femmes les plus vilipendées de Grande-Bretagne, tandis que Brady était tout aussi méprisé. Hindley est morte en prison en 2002, tandis que Brady est resté incarcéré jusqu'à sa mort en 2017. Mais les crimes de ce couple cruel n'ont rien à voir avec les messages cryptiques et les crimes non résolus des « Le tueur du Zodiac ». Le tueur du Zodiac reste l'un des tueurs en série les plus tristement célèbres et les plus insaisissables de l'histoire américaine. Opérant en Californie du Nord à la fin des années 1960 et au début des années 1970, le Zodiac a revendiqué au moins 5 meurtres, bien qu'il ait laissé entendre que leur nombre pouvait atteindre 37. Ce qui distingue le Zodiac des autres tueurs, c'est sa façon de narguer la police et les médias avec des lettres cryptées, des codes et des appels téléphoniques dont beaucoup n'ont toujours pas été élucidés à ce jour. Le règne de terreur du Zodiac a commencé en décembre 1968 avec les meurtres de 2 adolescents, Betty Lou Jensen et David Faraday, sur une route isolée de Vallejo, en Californie. Au cours de l'année suivante, il a frappé à plusieurs reprises, laissant à chaque fois derrière lui une trace sanglante et envoyant des lettres moqueuses à la presse, se vantant de ses crimes et défiant les autorités de l'attraper. Malgré de nombreuses tentatives pour déchiffrer ses codes et l'identifier, le Zodiac a réussi à échapper à la capture. L'une des lettres du Zodiac comprenait un code qui, une fois partiellement décodé, révélait son désir effrayant de tuer et d'accumuler des esclaves pour l'au-delà. Son dernier meurtre confirmé a eu lieu en octobre 1969. Mais il a continué à envoyer des lettres et des messages chiffrés jusqu'au début des années 1970. Malgré des enquêtes approfondies et de nombreux suspects, l'identité du Zodiac reste un mystère. Son cas est devenu légendaire et a inspiré d'innombrables livres, films et théories qui tentent tous de résoudre l'énigme de l'identité du tueur du Zodiac. Enfin, le dernier, mais certainement pas le moindre, l'un des tueurs en série les plus malades qui ait jamais existé. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, l'un des tueurs en série les plus célèbres de l'histoire, a semé la terreur à Milwaukee entre 1978 et 1991, fauchant la vie de 17 jeunes hommes et garçons. Ces actes horribles comprenaient non seulement des meurtres, mais aussi du cannibalisme et de la nécrophilie. Le règne de terreur de Dahmer a pris fin de manière dramatique le 22 juillet 1991, lorsque Tracy Edwards, sa dernière victime, s'est échappée de justesse et a été capturée. Edwards s'est échappé de l'appartement de Dahmer après avoir été menacé de violence. La police a découvert une scène horrible avec des corps démembrés et des têtes coupées. Dahmer a été arrêté, a avoué 17 meurtres et a été condamné à plusieurs peines de prison à vie au cours de son procès. Mais la punition a semblé insuffisante compte tenu de l'ampleur de ses crimes. Le temps passé en prison par Dahmer a été marqué par l'isolement et de nombreuses interviews,
les experts et les journalistes essayant de comprendre sa psyché. Mais était-il nécessaire d'essayer de comprendre un fou? Enfin, le 28 novembre 1994, la vie de Dahmer a connu une fin violente lorsque son co-détenu Christopher Scarver et Jesse Anderson l'ont attaqué avec une barre de métal dans les toilettes de la prison. Dahmer n'aurait pas résisté, acceptant son sort avec un calme troublant. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Consultez nos autres vidéos pour découvrir d'autres contenus passionnants et divertissants.